Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Un chercheur en quête de vérité, l'autre vérité souvent cachée, minimisée, voire déniée. Yair Oron est historien israélien qui, au cours de ses travaux sur l'Holocauste et les génocides, s'est interrogé sur une ambiguïté frappante, touchant au lien des Juifs et d'Israël à la question du génocide arménien. À l'occasion de sa tournée en France pour présenter son livre Israël et le génocide des Arméniens, paru aux éditions Sigest, nous avons eu le plaisir d'inviter Yair Oron à Hype FM, accompagné de Valjean Serapian, fondateur de l'Institut Chobanian et éditeur de ce livre. Messieurs, bonjour. Bonjour. Yair Oron, c'est pas notre première rencontre et à chaque fois c'est un plaisir d'entendre cette voix qui se distingue. Vous n'êtes pas le seul, vous avez un groupe d'amis, de chercheurs dans le cadre aussi de cette société de chercheurs sur les génocides. Et la question qui se pose au-delà de votre propre initiative, l'enfance, votre parcours, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous acharnez et vous voulez aller jusqu'au bout dans cette quête de vérité sur la reconnaissance indispensable par Israël du génocide arménien et donc par l'ensemble des Juifs au monde? Les Juifs devraient être les premiers à être avec vous, les Arméniens. Mais malheureusement, Israël n'a pas reconnu le génocide des Arméniens. En 1965, quand l'Uruguay était le premier État qui a reconnu le génocide des Arméniens, mais Israël continue de ne pas reconnaître le génocide des Arméniens. Je voudrais dire, c'est pas seulement qu'on ne reconnaisse pas, pratiquement, Israël nie le génocide des Arméniens. C'est encore pire. Et il faut lutter contre cela parce que pour moi, c'est une obligation morale. C'est pas acceptable que nous, les Juifs qui ont souffert de la même malheur, ni le génocide d'un autre peuple. Quand on fait cela, c'est très clair pour moi, on trahit les mémoires de notre génocide. Parce que les mémoires de notre génocide nous disent, pour moi, et je sais que je suis minoritaire, il faut être avec les victimes. Et quand tu es pas avec les victimes, tu es avec les bourreaux. Et dans le cas de la lutte pour la reconnaissance, nous, malheureusement, on est avec la Turquie, avec les politiques négationnistes de l'État turc. Et pour moi, autant qu'un être humain et autant qu'un juif, c'est pas acceptable. Donc, j'ai essayé de faire ce que je peux faire pour changer un peu la situation. Alors, vous parlez de l'indifférence et donc vos précédents livres sur la banalité de l'indifférence. C'est l'indifférence qui vous agace beaucoup. Oui, parce que... autant que peut-être que le déni. C'est vrai. Vous avez touché un point important. C'est-à-dire, quand on étudie le génocide, on a dit toujours, il y a les bourreaux, il y a les victimes, les futures victimes qui deviennent victimes. Il y a ce qu'on dit les troisième partie. Et la troisième partie, c'est ni les victimes, ni les bureaux. Mais toujours, c'est la grande majorité de l'humanité. L'absolute majorité de l'humanité, elle n'est pas touchée directement. Si on prend votre cas, c'est l'Empire ottoman à l'époque, et les Arméniens. Dans notre cas, c'était l'Allemagne nazie, 65 millions, et 15 à 16 millions ou 17 millions de Juifs. Mais les autres, à l'époque, c'était 2 milliards, maintenant c'est 7 milliards. Ils n'ont pas
directement touchés. Il y a une partie qui soutient les victimes. Et peut-être on va parler, c'est important pour moi de parler, et aussi sur les Arméniens qui ont sauvé des Juifs. Et il y a beaucoup plus qui soutiennent les bourreaux, parce qu'on peut gagner, parce que les bourreaux est fort. Et l'absolute majorité, c'est l'indifférent. Ça ne touche pas à moi. C'est ailleurs, c'est à notre peuple, c'est en Afrique, c'est les Juifs, c'est les Arméniens. Mais pour cela, c'est devenu un chose très, très important dans mon activité, si je peux dire, intellectuelle et éducative. Il faut essayer de prendre une partie des indifférents aux côtés des gens qui sont avec les victimes. C'est ça, on peut le faire. Et si on le fait, peut-être, dans la future histoire, il y aura moins de cas de génocide. Parce que, peut-être on va parler après, je suis assez pessimiste, parce que je pense que le génocide fait partie de notre histoire. Il va continuer à être partie de notre histoire. D'ailleurs, vous évoquez à un moment donné Yehuda Elkana, une citation qui parle du fait que les malheurs, il ne faut plus que ça arrive encore. Et puis il y a une astuce qui dit cela ne nous arrivera jamais plus. C'est-à-dire que cela ne nous arrivera jamais plus pour les Juifs, ou cela n'arrivera jamais plus. Là, il y a une nuance d'une grande importance. Très significative nuance, bien sûr, parce que en Israël, on dit toujours jamais plus cela. Never again, leolam lo od, en hébreu. Mais c'est que la grande majorité de nous pensent, jamais ça arrive pas à nous, c'est-à-dire aux Juifs. Et ça, c'est clair pour tout le monde, on le répète. Même si on ne dit pas aux Juifs. C'est sous-entendu. Oui, mais la grande majorité d'entre nous, malheureusement, pensent qu'il faut lutter, que jamais ça arrive à notre fois aux Juifs. Il faut lutter pour cela. Mais moi, je dis, il faut lutter pour que jamais ça arrive à n'importe quel être humain. Et pour cela, les gens, ils pensent pas. Et peut-être on va revenir. J'attache beaucoup d'importance à l'éducation. C'est-à-dire, il faut dire aux gens, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Si c'est un génocide, un outrage ethnique, ou crime de guerre, ou crime contre l'humanité, c'est pas important dans ces cas-là la définition. Le fait est qu'il y a aujourd'hui, et hier, et demain, et après-demain, des victimes qui sont tuées parce qu'ils ont appartenu à certains groupes. Et notre devoir, peut-être on va élaborer, notre devoir, à mon avis, autant de victimes du passé, Arméniens, Juifs, Tutsis, nous on devrait lutter pour qu'il n'y en aura plus de victimes de génocide. Et on ne le fait pas assez, ni les Arméniens, ni les Juifs. Alors justement, il y a une transformation d'une idée, d'une philosophie ancienne que vous avez citée, et vous avez commencé votre livre avec. Je vais la lire. C'est pour cela que l'homme a été créé unique, pour t'apprendre que celui qui détruit une seule âme, l'Écriture le considère comme s'il avait détruit un monde entier. Celui qui sauve une seule âme, l'Écriture le considère comme s'il avait sauvé un monde entier. Donc, Mishnah, Sanhedrin, 4e chapitre, 5e. Oui. Je ne sais pas comment on va dire pour sous-chapitre. Oui. Pardonnez-moi, ça va. Méconnaissance de la Torah. Mais, justement, vous dites, cette phrase a été changée. Oui. Pour dire celui qui sauvera un juif ou celui qui tuerait un juif. Oui, la phrase est merveilleuse. C'est une phrase universaliste, humaine, qui parle sur la valeur de la vie humaine, quoi qu'elle soit, juif, arménien, palestinien, tutsi. Et on a parlé sur la valeur humaine de chaque être humain. Maintenant, au XVIe siècle,
il y a eu une correction où ils ont ajouté les mots d'Israël, c'est-à-dire des Juifs. Si on sauve un individuel d'Israël, c'est-à-dire juif, c'est écrit sur lui comme il a savait le monde entier. C'est-à-dire les phrases universalistes devenues particularistes. Et il est devenu particulariste. Je pense qu'entre les deux phrases, il y a le monde entier, parce que d'un côté, c'est une version universaliste, merveilleuse, et l'autre côté, c'est une version particulariste, juive. Et vous dites d'ailleurs que pendant votre éducation, même pendant votre service militaire, vous avez été nourri par les idées, malgré vous, du sionisme, c'est-à-dire que il y a une sorte d'endoctrinement populaire massif, que c'est ça la voie. C'est-à-dire que le juif et Israël est au centre de tout, et ça c'est quelque chose qui est presque, j'allais dire, naturel dans l'éducation reçue, même il y a quelques décennies déjà. Oui, c'est vrai, mais on peut parler peut-être sur l'éducation en Israël, qui touche pas malheureusement les autres génocides. Mais la phrase était changée, et si on parle maintenant avec les gens israéliens, ils vont te citer la phrase particulariste. Et la majorité d'eux ne savent pas qu'il y a une version universaliste. Et c'est très important pour leur dire. Parce que je peux vous dire, quand ils les sachent, ils comprennent la différence, ils prennent la définition universaliste. C'est ça le rôle de l'éducation. C'est vrai qu'on était éduqués en Israël, et ça continue maintenant, dans l'esprit que le sionisme, c'est-à-dire l'État d'Israël, est important. Bien sûr qu'il est important. Bien sûr, il est important pour moi. Je pense que les Juifs ont droit d'avoir un État, comme n'importe quel peuple, y compris les Palestiniens. Mais je pense qu'on a eu tort de tourner vers une version fermée, quelquefois avec des aspects nationalistes, de notre éducation, au lieu de donner une éducation particulière et universaliste en même temps. C'est-à-dire, quand on n'enseigne pas le génocide des Arméniens, ou on n'enseigne pas le génocide tout court, on fait un très grave erreur, faute morale. C'est-à-dire, il faut enseigner en Israël notre génocide, comme il faut enseigner en Arménie le génocide des Arméniens, plus que des autres génocides. Mais il faut absolument enseigner aussi les autres génocides. C'est-à-dire, on ne peut pas rester que dans notre milieu, et les gens en Israël, maintenant, ils le savent, peut-être on va en parler, ils savent qu'il y aurait d'autres génocides, mais comme c'est la seule génocide, c'est pas acceptable moralement et c'est pas acceptable scientifiquement. Alors nous allons, Valjean Serapian, raconter aussi l'histoire de votre rencontre avec Yair Oron et l'idée de sortir ce livre, Israël et le génocide des Arméniens. Donc il y a un objectif derrière chaque opération. Quelle est l'intention de la sortie de ce livre en France ? Déjà, notre rencontre a eu lieu d'une façon, je dirais pas miraculeuse, mais ça a bien tombé. C'était en janvier 2015, où j'étais en Arménie pour participer à la commission qui préparait le 100e anniversaire du génocide. Et on se connaissait avec Yair Oron par l'intermédiaire d'email depuis des années, mais on s'était jamais rencontrés. Alors, il est venu au musée du génocide parce qu'on était en train de faire une colloque, et c'est là que la première fois qu'on s'est rencontrés. Et quand je lui ai dit que j'étais Jean Serapian et l'éditeur en France,
première question qu'il m'a posée, il m'a dit, mais comment se fait-il que vous êtes presque 500 000 en France? Eh bien, mes livres, les livres qui sont à la base de ce nouveau livre, Banalité, indifférence et de déni, n'ont pas été traduits en français. Alors, effectivement, c'est une question. J'ai dit, mais écoutez, ma première réaction a été, si on trouve le financement pour la traduction, nous sommes prêts à l'éditer sans aucun problème. C'était ça. Et le lendemain ou 2 jours après, on s'est rencontrés pour parler de comment on peut faire, le volume du livre, ainsi de suite, parce que moi je ne connaissais pas j'avais entendu parler des livres, mais je connaissais pas le volume à traduire. Et son idée m'a séduit parce qu'il a dit non seulement ça sera une traduction de ces livres-là, mais ça sera quelque chose d'autre parce que on va réunir certains chapitres des livres dans ce nouveau livre, mais en même temps, je vais le réactualiser pour faire venir la question du génocide arménien jusqu'à 2016-2017 même. Donc il y a eu des rajouts à l'occasion de l'apparition de ce livre. Voilà. Il faut juste signaler que la traduction de l'anglais est faite par Aïda Charkichian. Charkichian qui travaille à Matana Daran, oui. Et évidemment, ça a pris un certain temps. Mais alors, comme on s'est connus, alors moi j'ai la chance de travailler avec certains auteurs qui deviennent non seulement auteurs chez SIGES, nous en avons maintenant à peu près une quarantaine, mais en même temps il devient un ami. Et comme vous disiez, l'importance du sujet, évidemment, ça m'a frappé parce que parlant de notre génocide ou un Arménien, il y en a beaucoup qui ont fait des livres. Mais moi, je suis un peu sur le chemin de Chobanian. Je crois que quelqu'un d'autre qu'un Arménien qui parle de notre sujet, c'est encore plus important que c'est un Arménien qui parlait. Et surtout un Juif qui a vécu le même malheur dans des conditions évidemment différentes et une époque différente, et avec le contexte actuel de l'État d'Israël qui continue à nier l'existence du génocide en tant qu'institution, etc. Alors, justement, on va rendre un hommage à Yair Oron. Pas l'existence du génocide. Comment on interprète le génocide? Bien sûr qu'ils disent qu'il a eu des exterminations, mais on refuse toujours de les nommer génocide. C'est-à-dire, chez mon père, est-ce qu'il niait le génocide des Arméniens? Il savait bien qu'on a exterminé les Arméniens, il savait. Je sais qu'il savait. Mais il a refusé de les nommer génocide. Il a dit que c'était pas un holocauste ni un génocide, c'était une tragédie. Mais il refuserait bien sûr... Il a même dit que c'était vide de sens. Cette interprétation d'appellation de génocide était vide de sens dans un journal turc. J'ai le texte, je ne suis pas sûr. Il a dit les Arméniens ont souffert d'une tragédie. C'est ni un holocauste ni un génocide, mais c'est aux historiens d'analyser les sujets. C'est justement l'attitude négationniste turque. Si je peux ajouter un mot, il faut toujours se méfier des interprétations des journaux turcs, parce que nous savons bien que, si je prends l'exemple d'Arut Sassunyan, ils refusent toujours de donner des interviews aux journaux turcs, sachant qu'après ça sera interprété autrement et d'une façon mal intentionnée. Alors, Yair Oron, il faut rendre aussi un hommage à votre frère, qui était parmi les rares en Israël à avoir bousculé autant que possible le Knesset pour que cette question soit mise à l'ordre du jour. Est-ce que aujourd'hui vous voyez une évolution aussi bien dans la société civile israélienne par rapport à cette question que dans la classe politique israélienne? Oui, la question est oui, définitivement. Il n'était pas la seule, mais on n'était pas nombreux. Mais je peux vous dire, sur la société civile et sur la sphère politique. Dans la société civile, je suis sûr et certain, on a examiné ça quelquefois. La majorité d'Israéliens qui savent sur les événements, ils sont avec les Arméniens. Quand ils apprennent sur le génocide, mais maintenant ils savent sur le génocide parce que depuis 35 années, on lutte pour les reconnaissances. Ils savent maintenant beaucoup plus, et quand ils savent, ils sont avec les Arméniens, l'absolute majorité. Et on a examiné ça chez les étudiants, et la réponse est très claire. Bien sûr, il y a encore des gens qui ne le savent pas, comme il y a beaucoup en France qui ne le savent pas, comme en Amérique,
La majorité ne savent pas sur le génocide des Arméniens. En Israël, maintenant, on le sait, et quand on le sait, on est avec les Arméniens. Je peux vous donner un exemple. Dans l'année 2015, il y a eu beaucoup d'articles et d'émissions sur le génocide des Arméniens. Moi, j'étais à l'époque en Arménie, mais j'ai vu les journaux. Il n'y a pas eu même un article qui soutenait l'attitude du gouvernement. La grande majorité critiquait l'attitude du gouvernement. Il y a quelques-uns qui n'ont pas discuté sur l'attitude du gouvernement. Donc, le changement dans la société civile est très clair et important. Sur la classe politique, vous le savez que notre président, qui était l'ex-porte-parole du Parlement, de Knesset, quand il était membre du Parlement et quand il était le porte-parole du Parlement, c'est pas le speaker, le président. Le président du Parlement, chaque année, le sujet du génocide des Arméniens vient à la Knesset. Vous avez raison, la première fois, c'était mon frère en 2007. Depuis là, ça fait déjà 9 ans, 10 ans. Chaque année, autour du mois d'avril, les SOJ et on discute les sujets au plan du Parlement. Maintenant, au début, la proposition était rejetée par le gouvernement. Ensuite, il n'était pas rejeté, mais le gouvernement a proposé qu'il va être discuté dans le comité de sécurité. C'est un comité clos. Et c'est-à-dire quand c'était amené au comité de sécurité, la signification était qu'on ne discute pas. Oui. Mais c'est déjà la 3e ou 4e année qu'elle vient au comité de l'éducation. Et le comité d'éducation est ouvert. Je peux vous dire que 2015, j'étais en Arménie, je reçois le protocole du comité d'éducation. Et il y a des surprises, des bonnes surprises aussi. Je lis le protocole. Et le directeur du comité, c'est quelqu'un de la coalition. Et c'est quelqu'un qui appartient au parti ultra-religieuse. Et ces messieurs-là, Yaakov Mergi, il faut dire les noms, ils disent, le sujet est si important, je ne vais pas parler, je vais lire mes notes, parce que je vais être précis. Il explique pourquoi Israël devrait être le premier à reconnaître le génocide des Arméniens, qui n'était pas. Il explique pourquoi, il dit, moi, en tant que juif religieux, c'est mon devoir de lutter pour qu'Israël reconnaisse. Et il fait partie du gouvernement. Et il lutte contre l'attitude du gouvernement. Il cite de la Torah et de la Mishnah des phrases pour expliquer pourquoi c'est son devoir, en tant que juif religieux, de lutter. Quand j'ai rentré de l'Arménie, on s'est rencontrés, c'est un vrai ami. Et il me dit ouvertement, hier, on va faire ce qu'on peut pour changer la situation. Et on va faire une conférence dans le Knesset même. Israël et le génocide des Arméniens. Il a le droit, en tant que chef d'un comité, d'organiser une conférence comme ça. On va le faire. Au milieu de la Knesset. C'est quand même très symbolique que ce sera là-bas, pas dans la entrée. Cette discussion a eu lieu en 2015. Oui. Et depuis? Depuis là, j'ai été l'année dernière et cette année dans les discussions, parce que c'est devenu rituel. C'est bien au podium. Le podium décide de l'envoyer au comité d'éducation. Et j'étais dans les 2 derniers débats. Cette année-là, il était tellement clair, il a dit, écoutez, on joue un peu. C'est dans le podium, après c'est bien ici. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Il était très clair. Le comité d'éducation reconnaît le génocide des Arméniens. Le comité d'éducation demande le Parlement de reconnaître le génocide des Arméniens. Le comité d'éducation demande le président du Parlement, Yuli Edelstein, qui a prononcé aussi pour la reconnaissance qu'il fait ce qu'il a promis à faire. Décision
très très clair. Le soir, je reçois un mail de l'Arménie disant Israël a reconnu le génocide des Arméniens. Ils ont espéré trop. Mais cette décision est très très importante. 3 jours après, le porte-parole du gouvernement fait une annonce. Il n'y a pas un changement de l'attitude de l'État d'Israël. Le comité de l'éducation du Parlement, c'est pas un institut exécutif. Mais c'est quand même très, très important. Je peux vous dire, je le sais, il y a 80, peut-être 85, peut-être 90 membres du Parlement, parmi les 120, qui sont pour la reconnaissance. Sur combien? Sur 120. Il y a 120 députés. C'est une grande majorité. 80 et plus. Maintenant, il appartient à toutes les partis politiques. Au début, c'était un certain parti des droits de l'homme qui a enlevé les sujets. Maintenant, le sujet est enlevé avec 4, 5, 6 députés qui appartiennent dans tous les partis politiques et tous les groupes. Et maintenant, pourquoi ça ne réalise pas? Parce que le gouvernement ne laisse pas libre vote aux membres de la coalition. C'est-à-dire, les députés de la coalition devraient voter contre le gouvernement, et c'est pas possible. Il ne peut pas le faire, donc il vote contre la reconnaissance. Il ne vote pas contre la reconnaissance parce que les gouvernements, maintenant, ils ne disent pas on vote contre. Ils disent on va discuter ça dans le comité de l'éducation. C'est-à-dire, c'est un voie. Donc, finalement, ça n'aboutira à rien, mais ça reste une avancée parce que petit à petit, il faut y arriver. Et vous vous rappelez à la fin de votre livre le discours de Yossi Sarit, qui était en 2000 le ministre de l'Éducation, qui a vraiment, à l'époque, marqué les esprits parce qu'il s'est désengagé de la politique de son gouvernement et, à titre personnel, il a affirmé sa position claire sur le génocide. Je veux dire qu'avant Yossi Sarit, il a eu un autre ministère qui appartient au même parti, Meretz, Yair Tzaban, qui, en tant que ministre il n'était pas ministre de l'Éducation, mais lui, il est allé à 87, au 8, au 24 avril, dans le quartier arménien. Il a fait un discours. Il a dit, je suis ici en tant qu'un homme privé, sachant que je suis ministre dans le gouvernement. Yossi Sarid est allé, il s'est prononcé en tant que ministre de l'Éducation. Il s'est engagé vraiment. Mais c'était déjà le gouvernement de Barak. Yair Tzaban le fait le gouvernement Rabin. Et 3 jours après la visite de Yossi Sarid dans le quartier arménien, son discours, vraiment un discours très très important et significatif, le porte-parole du gouvernement a dit, après la pression turque, qu'on le sait, qu'il n'y a pas un changement dans l'attitude du gouvernement. L'initiative de Yossi Sarid était son initiative, et ça veut dire rien sur la politique du gouvernement. Alors, et on reste dans la même situation. Dans ce livre, on parle et on reprend les thématiques liées à ceux qui ont soutenu les Arméniens, à ceux qui étaient contre les Arméniens, à ceux qui sont restés indifférents. Et vous parlez du sionisme comme un mouvement historique qui a abouti à la création de l'État d'Israël. Quand on dit sionisme, ou le sionisme politique, qu'est-ce qu'on devrait comprendre au juste? Je vais répondre, mais avant, je voudrais dire quelque chose sur l'actualité. Il faut savoir aussi que le président de l'État d'Israël est un très sincère ami des peuples arméniens. Je le sais, j'ai discuté avec lui tête à tête quelques fois son attitude, et il était très, très clair. Il a dit ça beaucoup de fois quand il était le président du Parlement. Il a dit ça beaucoup de fois.
Maintenant, il se trouve dans une situation délicate. En étant président de l'État d'Israël, c'est qu'il a dit ouvertement, je n'ai pas changé mes opinions. Quand on lui demande, s'il vous plaît, dites votre opinion, dire que vous êtes pour la reconnaissance des génocides des Arméniens, il dit, je ne peux pas le faire. Moi, je pense, mais c'est moi qui peux le faire, mais quand même, c'est lui le président, mais il faut le savoir. Oui, mais c'est... Il veut aller en Arménie, je sais que j'ai dit, il veut aller en Arménie en tant que président de l'État d'Israël. Maintenant, on le pousse d'aller à Azerbaïdjan. Il ne veut pas aller à Azerbaïdjan. Mais on essaie de lui pousser. Il leur a dit, si j'y aille à Bakou, la semaine d'après, je serai à Yerevan. Et il est honnête. Il est honnête. Et s'il va à Yerevan, il va aller à Dizernagapert? Bien sûr, sans doute. Et aussi, vous savez, il y a des semaines que Charles Aznavour était chez nous. Mm-hmm. J'ai la chance de révéler l'histoire magnifique de la famille Aznavourian. L'histoire, on la rappelle en deux phrases. Oui, puisque c'est vous aussi qui avez édité le livre en question. D'ailleurs, c'était quand tout à l'heure quand j'ai dit qu'on a eu ce projet de livre Israël et le génocide des Arméniens. 2 jours après, il m'a appelé, il m'a dit mais j'ai un autre projet, donc ça concernait l'histoire de la famille Aznavour que nous avons même pu publier avant ce livre qui demandait un peu plus de travail. Et donc ça s'appelle Sauveurs et combattants. C'est l'histoire de la famille Aznavour pendant l'occupation nazie de Paris, la Deuxième Guerre mondiale. Pendant 48 ou 50 mois, donc pendant plus de 4 ans, ils ont gardé dans leur appartement de Paris à peu près 11, je crois que c'est 11 personnes, dont 3 juifs, ils ont sauvé, et qui fait donc, le livre raconte cette histoire, et aussi la liaison surtout de sa sœur, donc Aïda Aznavour, avec Méline Manouchian, donc avec le groupe Manouchian indirectement. Alors, c'était mais s'il vous plaît, oui. Je veux dire, on a décoré dans mon village, j'habite le seul village où juifs et palestiniens habitent en communauté, j'ai créé un jardin des sauveurs. Et on a décoré un olivier à la mémoire de la famille Aznavourian. Il était là. La veille, on était chez le président de l'État. Et le président s'est annoncé d'une façon tellement chaleureuse vis-à-vis d'Aznavour, mais vis-à-vis des peuples arméniens. Il a dit, Monsieur Aznavour, mes parents étaient à Jérusalem quand les réfugiés sont arrivés. Et on savait pourquoi ils ont arrivé comme réfugiés dans le quartier arménien à Jérusalem. Il a dit, on est frères, pas les familles Aznavouriens, les familles Rivlin, on est familles frères, mais les peuples arméniens, les peuples juifs sont des peuples frères. Et s'il vous plaît, malgré ce qu'on fait à vous, acceptez notre paternité. Et il était hors de lui, et je le connais, c'était très très honnête et très touchant. Ils savent ce qui est passé. Il a dit ça tant de fois. Il m'a dit ça en tant que président. Mais je suis sûr qu'un jour, en tant que président, pas en tant que citoyen, il va aller en Arménie. Alors, quand vous dites... Il faut le savoir parce que quelquefois, si je peux dire, les Arméniens regardent et accusent. Il faut accuser, il faut critiquer. Vous voyez, ça c'est ce que je fais, mais il faut savoir qu'il y a cette dimension. J'ai dit, je répète, si on donne livre et foi, le génocide des Arméniens va être reconnu demain. Alors, vous venez de citer le président d'Israël en disant « malgré tout, nous sommes des frères », et ce « malgré tout » est très lourd de sens, car l'histoire des Juifs depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui est liée à bien des égards à l'histoire des Arméniens. Alors, on peut commencer. Je voulais juste vous poser la question sur la définition du sionisme, car on se fait beaucoup d'idées sur ce que c'est le sionisme. Comment vous, juifs israéliens, vous l'interprétez ou vous le comprenez? Bien, je peux dire, en tant que scientifique, je peux dire qu'est-ce que c'est le mouvement sioniste. Maintenant, si vous me demandez sur moi-même, c'est plus compliqué. Je peux le dire. Le mouvement sioniste a vu les Juifs comme un peuple qui a le droit d'avoir un foyer national.
le mouvement sioniste s'est développé dans le même temps que le mouvement national arménien moderne s'est développé, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. L'idée était de créer un foyer national. Une étape importante dans le mouvement sioniste, c'était la déclaration Balfour, que maintenant on a célébré 100 années de déclaration Balfour. Les Britanniques ont déclaré qu'ils soutiennent l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Mais le but, quand même, était de créer un État. Et finalement, on a réussi d'avoir un État indépendant qui était créé en mai 1948. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le sionisme en 2017? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je peux dire, je ne sais pas si vous voulez que je développe ça. Je n'accepte pas la façon que l'État d'Israël réagit vis-à-vis des Palestiniens. Et il y a un débat, est-ce que, en étant sioniste, je dois lutter contre l'occupation ou pour l'annexation? C'est-à-dire, la société israélienne est divisée. Il y a des gens qui disent, en tant que sioniste, je voudrais que tous les territoires, entre guillemets, pour moi, occupés, vont être Israël. Moi, je pense que si je suis un patriote israélien, c'est pas je pense que je lutte pour la cause juive et israélienne. Quand je lutte pour votre cause, je lutte pour notre cause. C'est ça mon point de vue. Je pense on se trouve dans une situation pas claire. Je peux vous dire, on se trouve dans un échec moral de base, c'est-à-dire on passe, la société israélienne se trouve dans une situation très très mauvaise moralement. Et on peut le voir aussi en ce qui concerne notre attitude vis-à-vis du génocide des Arméniens. Alors, il y a une question qui dérange, c'est la question de l'unicité de la Shoah. Elle dérange parce que elle est perçue par beaucoup comme étant une démonstration, pardonnez-moi l'expression, du génocide le plus beau, le plus fabuleux, le plus grand, qui doit le marquer les esprits, et qu'il n'y a pas que lui, mais c'est le plus flamboyant. Alors que d'autres voix, même chez les Juifs, disent il est interdit, il est inacceptable de faire une comparaison entre les malheurs des gens et des peuples. Et dans votre introduction, vous relatez quelques similitudes, des parallèles de ce qui est proche, de ce qui se ressemble ou de ce qui est unique dans le cas de la Shoah. Quelle est votre idée à vous par rapport à cette expression de l'unicité? Moi, je lutte contre cette expression-là depuis des années et je deviens plus clair dans mon attitude. Les Juifs ont souffert du génocide, c'est clair. Mais ce que nous prêtons à dire, la société, les milieux politiques, mais ils n'ont pas quand même, c'est pas à suivre les opinions des politiciens qu'on va définir l'événement historique. Et malheureusement aussi dans l'académie israélienne. Et ils disent, la Shoah est ici, et l'Holocauste est là-bas. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans les mêmes sphères. Quand vous dites la Shoah et l'Holocauste, pardon. Le génocide arménien et... Les génocides, y compris les génocides des Arméniens, c'est dans un côté, l'Holocauste, c'est dans un autre côté. Il veut dire, bien sûr que l'Holocauste est unique, bien sûr, et il dit ça, mais il veut dire aussi que l'Holocauste, c'est plus que la Shoah. C'est quelque chose de plus grave qu'un génocide. Moi, très clair, et je suis maintenant absolument clair, je refuse cela. C'est inacceptable scientifiquement, c'est inacceptable moralement. On n'a pas le droit de mesurer la souffrance d'un être humain. La souffrance pour les victimes et pour les survivants est absolue.
Et je l'accepte pas scientifiquement aussi. C'est-à-dire, bien sûr, dans chaque holocauste, il y a des caractères uniques. Et il y a des caractères communs. Comme d'ailleurs, vous citez Elisée Schweit, Emil Fackenheim et le philosophe Richard Rubinstein, qui, eux, disent, dans chaque génocide, il y a un aspect d'unicité. C'est-à-dire, comme sûr. Par exemple dans le cas des Arméniens, jamais on prétendrait marquer une sorte d'unicité, mais le fait d'être chassé d'un territoire historique de la terre, de la patrie, est unique en son genre, quelque part. Mais jamais on prétendrait à une sorte d'unicité parce que ça nous semble assez absurde, même la qualification. Et le génocide des Arméniens est unique par les négations des génocides. C'est-à-dire, dans chaque génocide, on sait qu'il y a un essai de nier. Mais ça marche pas, heureusement. Mais dans certains génocides, la reconnaissance n'est pas à la niveau qu'il faut d'être, mais dans le cas des Arméniens, la négation est unique dans l'ampleur des négations, parce que, peut-être on va revenir, c'est là, après 102 années, la Turquie ne reconnaît pas, et il y a, dans les Nations Unies, il y a 34 pays qui reconnaissent, parmi ça, 98. C'est-à-dire, après 100 années, la majorité des États reconnaissent pas le génocide des Arméniens. Mais ça, c'est une faute morale très grave. Maintenant, pas seulement d'État d'Israël, de l'humanité. Et si je peux dire, avec beaucoup d'amitié, vous le savez, vous sacrifiez autant d'efforts dans tous les aspects pour la reconnaissance. Je suis avec vous 100%. Mais c'est pas entre Arméniens et Turcs. C'est un sujet pour l'humanité. Et ce qu'il faut faire, bien sûr, il faut mettre pression sur la Turquie de reconnaître. Mais il faut aller en Angleterre et dire, Madame Premier ministre, pourquoi vous ne reconnaissez pas notre génocide? Pourquoi vous ne reconnaissez pas notre génocide? C'est pas honte qu'après 100 ans, l'Angleterre ne reconnaisse pas le génocide des Arméniens. Et il faut aller, et il faut lutter pays par pays, parce que si j'ai apporté certaines contributions pour la lutte, par les deux livres, la banalité de l'indifférence et la banalité de négation, je voulais dire, chaque peuple doit se regarder comment il réagit vis-à-vis d'autres génocides, et faire le compte. C'est-à-dire, pour notre cas, c'est encore pire, parce qu'on nie et parce qu'on a souffert. Mais chaque pays devrait le faire, parce que c'est impossible moralement qu'après plus de 100 ans, une minorité des États reconnaissent le génocide des Arméniens. Et je voudrais dire une chose que maintenant je suis sûr et certain. Quand il y a un génocide, tu prépares le terrain pour un nouveau génocide. Et il y a pour moi une relation directe entre le fait qu'on peut, excusez-moi pour la terminologie, on peut jouer avec les mémoires des Arméniens d'une façon hypocrite et cynique. Et de la même façon, on peut après dire ce qui se passe aujourd'hui, c'est un génocide ou pas un génocide, pour ne pas arrêter les malheurs. Je peux donner, si je peux, des exemples. On me demande ce qui s'est passé au Syrie, ce qui se passe au Syrie. C'est un génocide ou non? Je dis, je ne sais pas. Où ça, pardon? Syrie. Oui. Je dis, je ne sais pas, je ne connais pas assez la situation, je ne connais pas la langue. Mais c'est clair pour tout le monde, 6 ans, c'est crime de guerre, crime contre l'humanité. Il y a, on ne sait pas, c'est encore une faute. On ne sait pas s'il y a 400 000 victimes ou 500 000 victimes. Et on ne parle pas sur des tomates, on parle sur des êtres humains. Et on dit, dans un journal, on peut dire 400 000, d'autres journaux, 500 000. Quand même, mon Dieu. C'est les êtres humains. 6 ans, on les voit. C'est en train d'avoir enfants, je l'espère, et les bourreaux,
c'est les gagnants. Je me souviens, il y a 6 ans, tous les analystes en Israël disent Assad, dès 3 semaines, c'est fini. Il est plus fort maintenant qu'il y a 6 ans. Et on est d'accord avec ça. Et c'est un criminel. Et qu'est-ce qu'on a fait? Nous et vous, les Français, rien. Prenez le génocide rwandais. Excusez-moi de vous dire, la France était collaborateur. Mais dans le cadre de la Syrie, les erreurs ou les fautes ne venaient pas que du régime. Elles venaient aussi de la communauté internationale qui a soutenu quelques forces qui ont fait des massacres sous les regards des vidéos et des caméras. Donc il y a des erreurs partagées, c'est pas juste un État qui commet quelques erreurs ou quelques crimes ou quoi que ce soit. Vous avez raison, je vais insister maintenant sur le rôle des communautés internationales. Bien sûr, vous avez raison. Mais qu'est-ce que la communauté internationale fait pour l'arrêter? Prenez le cas de Rwanda. Le génocide rwandais pourrait être évité facilement. Tout le monde le sait. C'était la faute de la communauté internationale. Rwanda, c'est 8 millions de personnes. C'est un pays avec pas beaucoup de pouvoir. Si on aurait dit aux Rwandais, aux Hutus, fais pas ça. Fais attention, c'était pas fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Et la France a soutenu les pouvoirs criminels. Et jusqu'à aujourd'hui, la France n'est pas reconnue d'admettre sa faute ou ses crimes vis-à-vis des génocides rwandais. Et encore un exemple. Au Soudan, au Darfour, il y a un génocide qui a commencé en 2001 ou 2002. Une fois, un ministre de sécurité américain utilisait le terme génocide et après une journée, il s'est corrigé. Ils disent pas génocide. Mais ça continue 16 années déjà. Et chaque jour, il y a des victimes. Il y a des femmes qui sont violées, des enfants qui sont tués. C'était hier. C'est aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est pratiquement, mais ce sera demain et après-demain. On laisse les choses continuer. Et c'est très, très grave parce que moi, je pense que le génocide, maintenant, je le sais, je l'admets, il fait partie de l'histoire de l'humanité. Et ça va continuer à être une partie de l'humanité. Mais la question que personne qui veut se révolter contre cela, comment on peut limiter le niveau de génocide et le nombre de génocides? Il aura, mais nous, on peut influencer. Mais si on continue de ne pas reconnaître le génocide des Arméniens, c'est un signe pour les nouveaux bourreaux, tu peux le faire. Alors justement, vous évoquez, parce que j'ai envie de présenter à nos auditeurs un peu le contenu de votre livre qui est très intéressant. En fait, je dois dire, quand on commence à lire, surtout dans mon cas pour préparer cette émission, après on plonge dans le livre. On pense que c'est que de la pure histoire, de la recherche historiographique, scientifique, etc. et qu'on prend un peu avec une certaine distance. Et après, on a envie de tout lire parce qu'on découvre et on apprend des choses. On apprend des choses, par exemple, sur cette relation entre Bernard Lazare et Herzl. C'est très intéressant. 2 juifs qui étaient ensemble dans un mouvement sioniste. Il y en a un, donc Bernard Lazare, dont on dit qu'il était un homme saint. C'est Peggy, je crois, qui le disait, dont Roland Blum disait des choses merveilleuses. Donc, il se sépare d'Herzl parce que ce sont 2 voies, 2 philosophies différentes. Et justement, il est très proche du mouvement pro-arménien à Paris, à Genève. Il écrit dans Pro-arménien. Il est un soutien, j'allais dire un peu comme vous, infaillible à la cause des Arméniens. Et l'un des premiers défenseurs de Dreyfus. Oui, les premiers défenseurs de Dreyfus. Maintenant, on le sait, avant Émile Zola même. Oui. Oui. Donc, parce que, s'il vous plaît, avant-hier, on était chez le cercle Bernard Lazare à Paris. Oui. Et c'est cercle des juifs libéraux de gauche. C'était une très mouvante soirée.
Et Bernard Lazare, c'est un grand homme, c'est injuste. Et Bernard Lazare a lutté pour la cause des Arméniens. Et maintenant, il y a une étude approfondie d'un scientifique. J'ai attendu une partie de sa recherche. Il s'est engagé pour soutenir les Arméniens. Il s'est engagé. Et Bernard Lazare, qui était socialiste, anarchiste, à un moment donné, a approché à Théodore Herzl, mais c'est courte relation parce que 2-3 ans. Il était d'ici de la façon que Herzl voit les choses. Il a pris distance de Herzl. Je voudrais dire, Herzl, malheureusement, a pensé qu'il peut proposer les sultans son aide pour faire la liaison entre les Arméniens et les Turcs, et malheureusement, dans la pratique, il a voulu utiliser les Arméniens. C'est ce qui est... Et vous savez... Vous démontrez l'histoire de cet agent qui était envoyé par le sultan pour demander à Herzl d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit Roland Blum, mais je devais dire Léon Blum. Oui, Léon Blum. Qui disait un homme juste de Lazare. Je voulais vous dire une chose. Je sais c'est à la radio, mais je peux le dire. Quand j'ai trouvé les preuves que Herzl voulait utiliser la cause arménienne pour gagner la aide des sultans, il y a des Arméniens qui me connaissent à Jérusalem. Parmi eux, j'ai des amis très proches. Et ils m'ont dit, mais peut-être il ne faut pas publier ça. J'ai dit, mais pourquoi? Il ne faut pas publier parce que c'est pas bien pour les Juifs. J'ai dit, mais c'est bien pour les Juifs, c'est la vérité. Et il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité autant qu'on peut. Je peux vous donner un autre exemple. Mais comme dit la Bible, la vérité vous libérera. Vous libérera. Bien sûr. La vérité libère. Oui. Les psychologues et psychanalystes peuvent le dire aussi, c'est très clair, mais on ne le fait pas. Nous, tout le monde ne fait pas ça assez. J'ai trouvé, par hasard, il faut dire, que dans certains quartiers, les Juifs dénonçaient les Arméniens pendant le génocide. C'est-à-dire, ils ont vécu un à côté de l'autre. Et à un moment donné, quand le génocide a avancé, ils ont dit aux Turcs de l'Empire ottoman, ici, il habite des Arméniens. J'ai vu ça. J'ai dit, il faut que tu étudies ça en profondeur. J'ai étudié autant que je peux. Bien, dans ces cas, c'est arrivé. C'est arrivé. Mais là, l'histoire de Herzl, elle est très intéressante parce que l'envoyé du sultan lui propose aussi de l'argent. Alors Herzl, il est intelligent. Il dit, c'est pas de l'argent que je veux, mais c'est une aide politique. Oui, la soutenance politique. Oui, parce que, c'est vrai, il était intelligent, mais il n'a pas réussi ça, finalement. Il a réussi, malgré tout, de créer les congressionnistes. Alors, ce qui est très intéressant, que tout à l'heure, vous disiez, allez voir la première ministre britannique pour lui dire, vous, les Arméniens, que l'Angleterre doit reconnaître le génocide arménien. Et tout ce mouvement, ce qu'on appelle aujourd'hui le lobbying, existait au 19e et au 20e siècle parce que Juifs et Arméniens, ensemble, ils étaient en relation. Et vous racontez l'histoire de Sykes qui avait un projet assez fou, inconcevable, visionnaire, mais on peut le dire aujourd'hui, difficile, un objectif difficile à atteindre, c'était de réunir les Juifs et les Arméniens dans un même combat. Et les Arabes. Les Arabes, ils n'étaient pas très chauds pour l'idée. Qu'en était-il des Juifs et des Arméniens à cette époque par rapport à la proposition de Sykes? C'est très important. Sykes était quand même il a un rôle politique très important pendant cette année-là, 17-18. C'est ça expliquant, c'est l'accord ça expliquant qui influence la vie des Proche-Orient jusqu'à aujourd'hui. Les résultats de la guerre, la tombée de l'Empire ottoman, la création de nouveaux États.
Et la conséquence de ça, Picot, et des non-réalisations des accords de Sykes-Picot nous suivent jusqu'à aujourd'hui. On peut les voir avec les Kurdes et d'autres côtés. L'idée de Sykes, c'était de créer une alliance entre les Juifs, Arméniens et l'Arabe. Parce qu'ils considéraient que les Turcs n'aimaient pas les Arabes et vice-versa, les Arabes n'aimaient pas les Turcs. Donc le problème était réglé de ce côté-là et que les Arméniens de toute façon étaient les martyrs des Turcs. Donc c'était clair. Mais pourquoi les Juifs dans ce groupe? C'est-à-dire qu'est-ce qui faisait que ça devait marcher dans sa tête? Parce qu'il a voulu créer une zone une zone qui va définir l'influence de l'Angleterre sur le Proche-Orient. Maintenant, c'est très intéressant. Les mouvements sionistes à cette époque étaient au commencement. Et les leaders des mouvements sionistes à l'époque étaient Chaim Weizmann, qui ensuite est devenu le premier président d'État d'Israël, et Nahum Sokolov. Après, c'est Ben-Gurion qui a pris la relève, c'est-à-dire il y a une tension entre Weizmann et Sokolov, et finalement Weizmann et Ben-Gurion. Et finalement, c'est Ben-Gurion qui a pris qui était le leader dominant de les mouvements sionistes jusqu'à la création de l'État. Maintenant, Weizmann et les délégations arméniennes à Londres étaient en très proches relations. Et quand on a reçu les déclarations de Balfour, c'était un événement important pour les mouvements sionistes. C'est une étape dans l'histoire des mouvements. Jusqu'à aujourd'hui, en Israël, on célébrait cette mois-ci 100 ans pour les déclarations Balfour. Mm-hmm. Et ils ont fait une soirée à Manchester, à Londres, et dans la scène, il y a eu un délégué arménien qui a parlé autant que quelqu'un qui soutient l'idée sioniste. Et encore plus, je l'ai donné ça dans l'annexe, dans le livre, la secrétaire de Weizmann écrit un article. Et je sais que chaque mot était vérifié par Weizmann. Et Tolkovsky, les noms des secrétaires, la question arménienne du point de vue sioniste. Et il explique pourquoi nous, sionistes, soutenons la cause arménienne. Et c'est très touchant pour moi. Autant qu'être humain, autant que juif, on a souffert, on est les peuples martyrs. Et il dit ça avant notre génocide. Mais après le génocide des Arméniens, donc, bien sûr, est-ce qu'il y a un peuple qui a souffert autant que le peuple arménien? Et des points de vue sionistes, avoir alliance avec les mouvements sionistes et les mouvements nationaux arabes, c'est une nécessité pour nous. Mais je veux dire, Sykes, il était aussi un visionnaire. Il a dit, si les Juifs et les Arabes ne trouvent pas à dialoguer, ils vont saigner pour des décennies et décennies. Et on voit la situation aujourd'hui. Alors par contre, il y avait parmi les groupes juifs, sionistes ou juifs d'une manière globale, parce que j'ai du mal à faire moi-même la séparation entre généralement les juifs et les sionistes parmi les juifs. Ou alors des sionistes qui ne sont pas juifs, ça existe aussi. Oui. Donc, il y avait ce groupe Nili, extraordinaire, des jeunes, peut-être on les prendrait pour des romantiques, mais très lucides en même temps et très sensibles. Oui. Ils ont des informations de ce qui se passe dans l'Empire ottoman, donc en Turquie même, dans ce qui est la Turquie aujourd'hui, et ailleurs, c'est-à-dire les réfugiés qui arrivent jusqu'en Palestine. Et toujours la même question qu'on a évoquée au début de cette rencontre, c'est-à-dire ça pourrait nous arriver aussi à nous. Oui. C'est toujours le souci, évidemment humain, humaniste de toucher le malheur des autres et d'en être sensible, mais aussi de penser au sort des Juifs, parce que il s'agit de deux minorités faibles sous domination. Donc, quel est le sens de l'action politique par rapport aux Arméniens de ce groupe Nili, et surtout parmi eux quelques personnages comme Avshalom Feinberg ou d'autres qui vont marquer ce groupe? Je voudrais dire que le président d'État d'Israël, Rivlin, quand il était
2015 aux Nations Unies pour la Journée internationale de l'Holocauste. L'Holocauste, il a commencé son discours en citant ce qu'Avshalom Feinberg écrit pendant le génocide des Arméniens. J'ai l'honneur qu'il a pris ça de mon livre, parce que c'est moi qui ai trouvé la source, mais quand même, il passe sur notre génocide, c'est la Journée internationale pour l'Holocauste. Et il commence le discours en citant Avshalom Feinberg qui pleure pour les Arméniens. Et Avshalom Feinberg demande, est-ce que je pleure sur les destructions des premiers temples ou je pleure sur le sort des Arméniens aujourd'hui? Moi, juif qui est né en Palestine. Et c'est très touchant, et ça existe, et ça existait toujours parmi nous. Maintenant, il faut dire, les groupes étaient un groupe d'espions, ok? En faveur des Anglais. Oui. Absolument. Les orientations politiques étaient soutenir l'Anglais, que l'Anglais vont contrôler le Proche-Orient, y compris la Palestine. Je voudrais dire que les mouvements sionistes officiels, qui étaient très faibles, étaient neutres, parce que les Ottomans contrôlaient la Palestine. Et donc, ils n'ont pas osé faire quoi que ce soit. Et il y a des gens qui sont critiqués, ni pourquoi vous êtes pro-britannique. Maintenant, Jamal Pacha, qui était responsable sur la Palestine, un des triumvirats, il a dit, j'aime les Juifs, j'aime les sionistes, parce qu'il savait que les sionistes veulent créer un foyer national. Donc, c'est pas bien pour la Turquie qui veut dominer tous les Proche-Orient. Mais il faut aussi savoir que Ben Gurion et Ben Tzvi est devenu le deuxième président de l'État d'Israël. Ben Gurion, c'est le grand créateur, le fondateur, on peut dire. Mais Herzl, c'est le visionnaire. Ils ont été expulsés de Palestine. Ils ont été à Baroussa, pas loin d'Istanbul, en exil. Et c'est Morgenthau qui a aidé beaucoup aux Juifs à envoyer son secrétaire quelquefois là-bas pour vérifier qu'ils sont protégés. Et il faut peut-être aussi parler un mot sur Morgenthau qui a fait des activités. D'ailleurs, il est cité lui-même par Avshalom Feinberg, qui voit que Morgenthau, qui est l'ambassadeur des États-Unis à Istanbul, mais qui est juif, dont le fils devient conseiller principal du président des États-Unis 20 ans plus tard. Non, ministre des Finances. Ministre des Finances. Et il influence aussi la politique des États-Unis à ce moment-là, donc parce qu'il est marqué aussi par l'histoire de son père. Absolument. Si on parle sur Morgenthau le premier, Morgenthau le deuxième, il y a le troisième. Et tous les trois soutiennent la cause arménienne. Oui. Et Morgenthau a fait ce qu'il a pu faire pour aider les Arméniens. Il a essayé d'arrêter les génocides, ça n'a pas marché, bien sûr, malheureusement, mais il a fait quand même les efforts significatifs, autant vrai. Il est allé parler avec l'ambassadeur allemand et avec les leaders turcs. Mais ensuite, il a fait un travail humanitaire de grand échelon pour créer un réseau d'assistance il a créé des orphelinages, il a créé des maisons de support pour les Arméniens. C'est un grand homme. Son fils était ministre des Finances chez Roosevelt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on a vu que les Juifs étaient tués chez les nazis, mais les États-Unis n'ont rien fait. Il est allé, il dit, Monsieur le Président, vous savez qu'on tue les Juifs maintenant, comme on a tué les Arméniens en Première Guerre mondiale. Et j'ai été à Istanbul pendant le temps que mon père essayait de sauver des Arméniens. Il faut qu'on fasse la même chose. Et grâce à Morgenthau, le deuxième, ils ont créé le comité pour les réfugiés juifs de la Deuxième Guerre mondiale. C'était trop tard. Et maintenant, Henry Morgenthau, le troisième, c'est quelqu'un qui
ait un rôle juridique dans l'administration américaine, mais toujours il s'est prononcé. Il s'est exprimé à plusieurs reprises dans les années précédentes. Alors, nous avons parlé de ceux qui ont été les justes en quelque sorte, qui ont sauvé des Arméniens, qui ont été sensibles à la question des Arméniens. D'ailleurs, pour le groupe dont on parlait, le groupe Nili, il y a beaucoup de témoignages des Aronson, Sarah, je crois Alexandre et Aaron. C'est une histoire de famille, finalement. Oui. Pas que des familles, mais Sarah était la sœur de Aaron Aronson. Il y a Alexandre Aronson qui, une partie était en Amérique. Ce que j'ai pas réussi à trouver, j'ai cherché des années. Aaron Aronson, il écrit un texte formidable pro-arménien où il donne ça au ministre, en Angleterre, au ministre de la Guerre et au ministre des Foreign Affairs à Londres. Et ils ont corrigé les titres. Le titre original était pro-arménien. Ils disent l'attitude des Turcs vis-à-vis des Arméniens. C'est-à-dire un titre neutre. Et c'est un texte formidable. C'était un scientifique, Aaron Aronson. Il parle surtout l'aspect des génocides, sans utiliser les mots, parce que les mots n'ont pas existé. Mais il parle aussi que sa sœur a écrit un texte parce qu'elle est partie de Kouchta vis-à-vis de la Palestine. Il a vu comment les Arméniens étaient tués. Elle a apporté des témoignages personnels, oui. Oui, mais j'ai pas réussi. Je sais pas s'il a pas écrit ou c'était perdu. Son texte sur les génocides, texte écrit, on n'a pas eu. Malheureusement. Alors, il y a beaucoup de Juifs, durant des décennies jusqu'à aujourd'hui, apportent leur soutien à la vérité historique, à la cause arménienne aussi, dans un sens plus large. On peut pas ne pas citer et passer donc Franz Werfel avec les 40 jours de Moussadar, qui a influencé un peu les esprits à l'époque. Beaucoup, je peux le dire. Alors beaucoup, parce que c'était le seul. On peut le dire, c'était le seul qui a écrit un livre, un non-arménien qui a écrit un livre aussi important. D'ailleurs, il y aura dans l'avenir, plus tard, des comparaisons entre les situations de juifs qui vivent dans des ghettos et qui doivent se libérer de leur oppression, avec cette comparaison des Arméniens de Moussadar. Si tout va marcher bien, l'année prochaine, je serai là pour parler sur mon livre, qui était déjà en anglais et en hébreu, cette mois-ci, les 100 années de Moussadag. Parce que j'ai pris les titres, parce que c'est un livre pour génération. Et je peux vous dire, j'espère, si je peux dire ça au public, j'espère qu'on va le faire traduire et publier il va prendre un engagement en direct. En direct, oui. C'est un livre. C'est une offre que je ne peux pas refuser, comme dirait ton Corleone. Ça y est, c'est décidé. Alors, non, mais je voudrais dire, c'est important. Moussadag était le livre le plus lu dans les ghettos au Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les livres de Tolstoï, La paix et la guerre. Il y a une étude scientifique qui montre cela. C'est pas, je l'ai découvert maintenant. Moi, j'ai des dizaines de citations, des temps, des vrais temps. Surtout les résistants, les underground juifs, dans les ghettos, ils savaient pas est-ce qu'il faut révolter ou est-ce qu'il faut aller aux forêts. Je peux vous donner un exemple. J'ai une dizaine. Ils savent pas, à Bialystok, c'est 43. Tout le monde comprend ce qui se passe. Est-ce qu'il faut révolter dans les ghettos ou aller aux forêts? Si on révolte sur la ghetto, c'est la fin. C'est-à-dire, la révolte, c'est l'extermination des ghettos. Et là-bas, le protocole était mis dans le terrain. On a trouvé le protocole original. 3 fois, il passe sur Moussadag. Et il y a Herschel, je me souviens depuis des années son nom, qui dit, il nous reste une chose à faire. Il faut se révolter dans le ghetto, et le ghetto de Bialystok va devenir notre Moussadag. On va écrire une page de gloire dans l'histoire de notre mouvement et de l'histoire des peuples juifs. Similitude, il y a une fille de 16 ans qui lit Moussadag.
et on lui donne des jours pour les finir parce que les livres passent d'un main à l'autre. Oui. Et ils ont écrit ça dans les textes, dans leur journal. Et il dit, j'ai lu Moussadag, et je sors après des journées, et ma maman m'a dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Il dit, j'ai eu la maladie de Moussadag. Elle finit de lire une fille de 16 ans, il sort et dit, le monde existe. Et encore une fois, Moussadag. Et encore une fois, le monde reste indifférent. Mm-hmm. Alors justement, pour revenir à l'essentiel de ce livre, vous avez mis une annexe avec le problème arménien du point de vue sioniste. C'est qu'on mentionné. Voilà, donc c'est Tolkovski qui l'écrit en 1918. Justement la question, puisque le sujet c'est la banalité de l'indifférence et la banalité du déni. Aujourd'hui, quels sont quand même, parce qu'on a parlé de quelques justes, quels sont les moteurs de cette du déni de la part des Juifs vis-à-vis de la question arménienne? On a souvent parlé de l'ADL, cette organisation aux États-Unis juive, la plus grande peut-être, Anti-Defamation League, dont le président, mais certains ont même démissionné parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ça rappelle un peu l'histoire de Lazare et de Herzl, et ont démissionné pour l'attitude du président de Foxman, qui était très proche de la Turquie. Est-ce que les Juifs sont, par intérêt, évidemment, parce que le sionisme a son intérêt ou sa raison d'État, entre guillemets, est-ce qu'ils sont au service de la Turquie, et comment ils ont été au service de la Turquie? Parce que c'est une confirmation qu'on peut faire aujourd'hui. Ils ont servi la cause turque dans la question de la reconnaissance du génocide. C'est mais difficile attendre qu'ils ont au service de la Turquie. Ça me fait de la peine. Peut-être c'est la vérité, mais je voudrais dire il faut faire la différence entre juifs et sionistes. La grande majorité des juifs sont avec vous, l'absolute majorité. Les juifs américains, l'Anti-Defamation League, c'est un institut très fort. C'est un lobby juif sioniste. Mais les mouvements libéraux, c'est les mouvements, les tendances religieuses les plus forts en Amérique. Ils soutiennent depuis des années publiquement la cause arménienne. Depuis des années. Mais en Europe, il y a un silence. Même s'il y a des intellectuels ici et là qui s'expriment, et fortement pas d'ailleurs, mais dans la majorité des communautés, même si depuis 10-15 ans, il y a quand même un changement en Belgique, en France, mais on sent un silence, une gêne. Mais maintenant, je voudrais juste dire un mot. L'Anti-Defamation League a reconnu, il y a 3 ans, officiellement, le génocide des Arméniens. Ouais. Officiellement. Ça a pris du temps, ça a pris trop de temps, mais officiellement, ils reconnaissent maintenant les génocides. Depuis que la Turquie a commencé à avoir des problèmes avec Israël. Donc non. Aussi, vraiment, aussi. Non. C'est-à-dire, c'était aussi une question de génération. Je ne vais pas entrer au détail. Les leaders pendant beaucoup d'années, c'est un survivant de notre génocide. Maintenant, les Anti-Defamation League reconnaissent officiellement le génocide des Arméniens. Maintenant, Israël fait la faute. C'est une grave faute morale pour moi. On soutient l'attitude turque. C'était avant, c'était pendant les problèmes avec la Turquie concernant le Marmara, et c'est continue maintenant. Je voudrais vous dire, pendant l'affaire de Marmara, il y a eu des ministères dans le gouvernement qui appelaient Israël à reconnaître le génocide des Arméniens. Moi, j'ai prononcé autant que je pouvais publiquement, il ne faut pas reconnaître le génocide des Arméniens comme ça. Les mémoires des Arméniens, c'est pas un marchandise pour embêter le gouvernement turc. Et heureusement qu'on n'a pas connu le génocide des Arméniens dans cette circonstance-là. Maintenant, je répète à dire, je suis sûr et certain que la grande majorité de la société civile israélienne est avec les Arméniens. J'essaie, je répète le dire, si on laisse
vote libre, il y a reconnaissance des génocides des Arméniens demain. Mais la conclusion que j'arrive, je voudrais dire, le livre, c'est pas seulement une traduction de quelques chapitres. J'ai ajouté un grand chapitre parce que le livre original était écrit en 2008. Il y a 70 pages où on arrive jusqu'à aujourd'hui. Et ma conclusion est triste pour moi. Je pense qu'Israël ne va pas reconnaître malheureusement les génocides des Arméniens dans l'année qui vient. Malheureusement, même s'il y a un changement politique. C'est très grave, mais je dois dire la vérité et je dois essayer de faire moi-même, autant qu'une personne, de changer la situation. Mais il ne faut pas être honnête avec nous-mêmes. Cette situation est liée aux griffes morales des bases qui passent la société israélienne. On se trouve dans un grave échec moral. Et cet échec moral, on le voit surtout dans la sphère politique, fait que les leaders israéliens, malheureusement, j'arrive pas à voir, je voudrais les voir, un changement dans la sphère politique d'Israël où Israël va reconnaître le génocide des Arméniens. Il faut le dire avec beaucoup de tristesse. Et de la peine, je peux dire. Yair Oron, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, vu la détérioration des relations entre Israël et la Turquie, il y a un autre acteur qui influence cette politique d'Israël, c'est l'Azerbaïdjan, même si elle n'est pas à premier abord concernée par les génocides arméniens, mais elle est concernée par tout ce qui touche aux Arméniens aujourd'hui, vu le racisme qui se propage dans ce pays anti-arménien. Absolument, c'est très clair. Et même je sais que le rôle d'Azerbaïdjan maintenant est plus significatif que le rôle de la Turquie dans l'attitude d'Israël vis-à-vis des génocides des Arméniens. Malheureusement, si, c'est la vérité. Israël vend des armes à Azerbaïdjan et en sachant que cette arme-là il y a des possibilités qu'il va être utilisé contre les Arméniens à Karabakh. Et seulement contre les Arméniens. Oui, on le sait. Et moi, j'ai fait ce que je peux faire. Mes possibilités sont limitées. J'écris quelquefois des articles en anglais et en hébreu au ces sujets-là. Et maintenant, on essaie de faire les procès juridiques contre le gouvernement en leur demandant qu'ils donnent l'information. Est-ce que dans l'accord entre Israël et Azerbaïdjan, il n'y a pas un paragraphe qui touche le sujet des génocides des Arméniens? C'est très difficile d'avancer comme ça. On prend les chemins juridiques. Et peut-être par les chemins juridiques, on peut avoir d'informations qu'on ne veut pas les donner. C'est très clair, c'est terrible. C'est terrible. J'étais à Nagorno-Karabakh, j'étais aux frontières. Je vis les soldats azériens des sommets de l'autre côté. Et je sais qu'ils utilisent des armes made in Israel. Et ça me fait de la peine. Et quelquefois, je ne peux pas dormir. Il faut le dire, il faut lutter contre. Et je sais. C'est-à-dire, c'est pas un secret. Le premier voyage des ministres de sécurité après la guerre de 2014 à Gaza n'était pas à Washington, était à Bakou. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a fait un autre accord sur les armes israéliennes. Ils utilisaient les drones en avril. On le sait, on a publié. Avril 2016. Je ne sais pas s'il y a un changement. Les ministres des Affaires étrangères étaient en Israël au mois de novembre. Je ne sais pas ce qui est passé là-bas. Mais ce qu'on sait, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Yair Oron, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour les travaux que vous faites. Merci pour les idées que vous propagez. Et vous êtes dans la lignée de ces hommes, des juifs et des non-juifs qui soutiennent les causes nobles.
nous pensons sincèrement que notre cause, elle est noble. Bien Et sûr. vous vivez aujourd'hui dans un village à moitié palestinien, à moitié juif. C'est aussi la démonstration de votre ouverture, de votre Merci. humanité. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, Yair Oron, Israël et le génocide des Arméniens chez Sigest. Et merci, Valjean Sirapian, pour ce livre et de nous avoir accompagnés durant cette émission. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Et nous sommes fiers d'avoir Yair Oron aussi à l'Institut Chobanian. Ça fait partie de nos actions positives, comme vous dites, avec une humaniste comme ça. Merci. Merci. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.